Bonjour et bienvenue chez les rapporteurs, l'émission des raccordés qui parle de ces picards qui se bougent, à l'image d'Eddie Mansart, Axonné. Il est leader de Garage 9, il est fan de cinéma et aujourd'hui écrivain. Valentine au micro, Anne-Sophie à la photo. Allez, tous au garage, go! Le soleil d'été était brûlant en ce début d'après-midi. Au dehors, toutes les choses paraissaient pétrifiées, écrasées par cette chaleur et cette clarté insoutenable. La rue était déserte, les habitants de la bourgade semblaient avoir tous déserté vers des horizons plus rafraîchissants. Pourtant, il savait qu'il n'était pas seul. De l'autre côté de la rue, dans cette humble maison sous la fournaise, il devinait sa présence. Bienvenue au garage, voilà, vous êtes ici chez moi. Salut Eddy, Salut Valentine, on est parti? c'est parti. Allez hop, action! Eddy, alors on est chez toi, on est dans l'Aisne, on n'est pas très loin de Saint-Quentin, on peut dire à peu près où tu vis. On est aux alentours de Ribemont, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin, ouais. Et dans la vie, Eddy, tu es prof de sciences et vie de la Terre C'est ça, à Saint-Quentin, dans un petit collège à Saint-Quentin, le collège Jean Moulin. le collège Jean Moulin. Très bien, et on est avec toi, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, on va parler de littérature, on va parler de musique, on va peut-être aussi parler de cinéma, pourquoi pas, parce que tu es Je suis ouvert à tous les sujets, pas de problème. C'était un passionné pour le coup de la pop culture, c'est pas un gros mot d'ailleurs, mais ciné, musique, littérature aussi. Ouais, complètement. Pop culture, ça me va très bien, ouais, ça englobe plein de choses et ça décrit bien mon univers. Alors on est venu te voir aujourd'hui avec les raccordés parce que justement pendant cette période de confinement, tu as fait pas mal de trucs, notamment un truc, alors ça paraît un peu vulgaire, mais tu as écrit un livre et ça c'est pas commun quand même, un livre qui s'appelle Les promesses du vide. Voilà, et qui est un thriller, on peut le dire, que tu as commencé à écrire un petit peu avant le confinement. Oui, ça a été commencé avant le confinement et puis le confinement a permis effectivement de terminer un petit peu cette aventure-là. C'était pas forcément ça au départ. Enfin, j'écrivais un truc, je savais pas quelle taille ça allait faire, si ça allait être une nouvelle, un roman. Enfin, je savais pas. C'est devenu un roman, donc bah, c'est cool, je suis content. Tu t'es lancé comment dans cette aventure d'écriture? Est-ce que il y a eu vraiment un vrai processus de dire j'écris pour faire un livre ou j'écris, on verra bien? J'ai toujours écrit des petits trucs, des bricoles, mais pas forcément des choses qui avaient vocation à être publiées ou lues par d'autres même. J'écrivais des petites choses et puis bon, un jour, voilà, j'ai écrit un texte un peu plus long, puis je me suis dit tiens, ça prend une direction qui va prendre un peu de place, donc Ouais. on va voir où ça me mène, quoi. Voilà. Et l'histoire, tu l'avais en tête dès le départ ou est-ce que ou c'est venu au fil de l'écriture? Tu avais un plan prédéfini? Alors, de plan, non. Après, j'avais des personnages en tête. Bon, c'est un premier roman. On dit souvent qu'un premier roman, c'est un peu autobiographique. Il y a une petite partie d'autobiographie là-dedans, même s'il y a aussi une bonne part de fiction. Mais effectivement, j'avais des personnages. Voilà. Et puis après, les personnages, une fois qu'on les met dans des cadres, après, on voit un peu dans sa tête comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. Ouais. Et puis après, bah voilà, ça prend tournure. Et puis après, faut finir, faut trouver une intrigue. Et ça s'est fait un peu naturellement. Autobiographique, bah, oui, d'accord, mais alors c'est une héroïne plutôt qu'un héros, c'est Claire, le personnage principal, et qui, si on peut raconter un petit peu l'histoire sans dévoiler, c'est la mère de famille parfaite, en fait. Elle a des enfants parfaits, un mari parfait. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un joli vernis bien reluisant, qui effectivement inspire la perfection. Et sous cette perfection, on essaie de voir si cette perfection elle est réelle ou elle est factice. Et donc, thriller psychologique, un peu, on peut dire ça? Psychologique, puisqu'on essaie de décortiquer un petit peu comment elle fonctionne. Et donc on va à travers les histoires de différents protagonistes qui l'ont rencontré à différents moments de leur vie, on va essayer de reconstituer un petit peu le puzzle de sa personnalité. Donc c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de toxique sans dévoiler vraiment les tenants aboutissants de l'histoire, mais c'est ça. C'est quelqu'un en tout cas qui est très particulier, ouais, c'est sûr. Dont il faut se méfier. Dont il faut se méfier. Ouais. Combien de temps ça t'a mis d'écrire ce roman? À peu près 6 mois, ouais, parce qu'après ça dépend un peu les moments où on a du temps pour écrire, les moments où on a de l'inspiration. Il y a aussi des soirs où on essaie d'écrire et où il n'y a rien de bien qui sort. Ouais.
Et puis il y a des soirs où on n'arrive pas à s'arrêter, donc je dirais à peu près 6 mois pour l'écrire en entier. T'avais vraiment envie de le publier ou on t'a poussé à le faire ou De base, j'avais pas envie de le publier. Enfin, de base, j'avais écrit un roman, je l'ai fait lire un peu à mes proches. On m'a dit c'est pas mal, il faudrait que tu essaies de le faire publier, donc j'ai essayé. Puis j'y connaissais rien. Enfin, voilà. Bah voilà, c'est pas évident quand on écrit un premier roman, un premier texte, de trouver comment on le publie, parce que c'est un monde assez nébuleux, le monde de l'édition. Ouais, un peu, puis j'ai l'impression un peu fermé aussi. Après, Oui. voilà, j'ai tapé éditeur sur Google, et puis j'ai regardé un peu. Bon, après, je connaissais quelques grands éditeurs comme tout le monde, mais Ouais. je savais pas trop. J'ai regardé un petit peu comment on faisait pour déposer un manuscrit. Sachant que les grands éditeurs demandent la plupart du temps des manuscrits papier, c'est pas très écolo, mais c'est comme ça. Ouais. Oui, alors tout quoi à la main, à l'ordinateur. Alors c'est des ramettes de papier, Ouais. et des trucs épais comme ça qu'on envoie Mhm. par la poste. Et puis les grands éditeurs, bon, on obtient des réponses au bout de quelques semaines ou quelques mois. Les réponses que j'ai obtenues, elles étaient négatives. Après, je suis parti vers des éditeurs un petit peu plus petits, Mhm. sans trop connaître un petit peu les différentes modalités d'édition, parce qu'il y a il y a 2 grandes modalités d'édition. Il y a ce qu'on appelle l'éditeur à compte d'éditeur, c'est-à-dire en gros, c'est comme ça que moi j'imaginais l'édition au départ, c'est quelqu'un qui décide de nous faire confiance, qui édite notre roman et qui nous accompagne un peu dans tout le processus, Et qui prend la peine de le lire, parce que... qui prend la peine de le lire et qui, ouais, quelque part aussi, c'est entre guillemets, un investissement, un risque qu'il prend en te faisant confiance. Enfin, donc il y a ce genre de relations qui se mettent en place. Mais toi, tu fournis ton travail de ton manuscrit et après Mhm. c'est tout. Et puis après, il y a de nouveaux modes d'édition, les éditions à compte d'auteur, où on demande à l'auteur, en plus de fournir le manuscrit, de participer au niveau financier, Ouais. une certaine hauteur dans le processus de l'édition. Alors ça permet effectivement à l'éditeur de minimiser les risques, hein, voilà. Donc j'ai eu des réponses positives d'éditeurs comme ça à compte d'auteurs qui demandaient un peu d'argent. Et puis c'était pas l'histoire de l'argent, c'était l'histoire que je voyais pas l'édition comme ça. Donc j'ai laissé tomber en fait, j'ai pas donné suite. Donc j'ai eu 2 réponses positives d'éditeurs comme ça à compte d'auteurs. Et du coup, puis ça fait comment, ouais. après, le manuscrit est resté un peu comme ça sur le côté. Et puis j'ai entendu parler un jour d'Amazon qui proposait des solutions d'édition un peu différentes. Mhm. Où en gros, ça coûte rien à l'auteur, on fournit notre manuscrit. Par contre, on s'occupe de tout, on s'occupe de la mise en page, on s'occupe de la couverture, on s'occupe d'un peu tout. D'accord. Et après, le bouquin est édité chez Amazon, alors soit au format numérique, et ou au format papier, en édition Comme là, brochée, comme là. Alors on choisit absolument tout, on choisit le prix, en fonction Ok. du prix qu'on décide, on sait ce que ça nous rapportera par vente. Enfin, D'accord. c'est assez transparent, et puis nous, ça nous permet de ne pas investir d'argent. Alors, on n'a pas de stock, du coup. Moi, j'ai pas de stock il est vendu exclusivement, c'est une exclusivité Amazon, du coup. Mais ça permet effectivement d'avoir un fonctionnement hyper souple, hyper pratique quand même pour Et puis, un jeune auteur. Puis d'avoir, bah voilà, c'est ça, enfin, c'est votre bouquin là que j'ai dans les mains, c'est incroyable. Enfin, quand c'est un peu un bébé, c'est vous qui l'avez fait, et de se dire que finalement, bah, Amazon ou pas, parce qu'on peut peut-être grincer des dents quand on parle d'Amazon, mais le livre finalement il existe. Il existe, il est là, et puis effectivement, je fais partie d'une génération où on aime bien le format physique, que ce soit oui. pour les livres ou pour les disques ou pour quoi que ce soit. Quand c'était au format numérique, il y a quand même pas mal de monde qui sont passés sur les liseuses. Bon, il y a certaines personnes qui trouvent ça très pratique, et quand on part en voyage, ça prend pas de place et tout ça. Mais j'ai beaucoup plus de mes connaissances qui s'intéressent au format physique, et le livre, avoir le livre en main, c'est autre chose, effectivement. Et donc les promesses du vide, c'est vrai qu'il n'y a rien sur la couverture qui dit il n'y a pas d'éditeur, il n'y a même pas le prix d'ailleurs. Finalement, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal, puis ça permet aussi de garder une certaine liberté, puisque on est complètement on suit complètement le processus depuis la création jusqu'à l'édition, et du coup voilà, on reste son propre patron et on garde cette liberté si précieuse. Les promesses du vide qu'on retrouve donc sur Amazon, d'Eddie Mansart. On va parler musique parce que on le voit, vous avez un groupe qui s'appelle Garage 9, un groupe de Saint-Quentin. Il y a quand même tout un univers autour, et on le voit vraiment là, de culture pop, culture rock également. Vous êtes très cinéphile.
Ouais, cinéphile, je m'intéresse à beaucoup de choses. Après, je pense que c'est par la culture, de manière générale, qu'on sauve des gens, quoi. Enfin, quand on a des difficultés, quand on rencontre des problèmes dans la vie, des difficultés, la culture, c'est un formidable moyen pour s'en libérer. Et que ce soit par la musique, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le cinéma, que ce soit par la peinture, pour ceux qui... Ça, c'est moins mon truc, mais c'est tout aussi important. Et ouais, la culture, c'est fondamental. Là, il y a un petit échantillon, effectivement, de mon univers. Mais ouais, et en fait, c'est rigolo parce que cette culture cinématographique, elle influence vos écrits, certainement, mais aussi la musique, parce que du coup, on va en venir à parler de Garage Nine. Garage Nine qui est un groupe de laine, donc vous êtes 3. Il y a vous, Eddie, il y a Cédric à la batterie et Geoffrey à la basse. C'est ça. Je me suis pas trompée. Exactement. On leur ça. fait un petit coucou d'ailleurs. Il y a un titre d'ailleurs qui est dédié un peu à John McClane, le héros de la série Die Hard, sur votre album Fucked at Birth Generation. J'espère qu'on le voit à la caméra. Donc oui, ça influence vraiment toutes les parties de votre vie finalement, culturelle. Oui, parce que ce personnage de John McClane, il représente un petit peu une époque qui a été assez importante pour moi, c'est-à-dire les années 90. Die Hard, c'est on va dire une trilogie, je parle pas de ceux qui sont venus après, mais les 3 premiers, c'est des films fin des années 80, début des années 90. Et effectivement, c'est un personnage qui résume à merveille cette époque-là, et qui résume à merveille, je trouve, la manière comme ça d'envisager la vie, et ses côtés un peu pas drôles. John McClane, c'est un mec qui est détaché par rapport à ce qui lui arrive, c'est un mec qui se demande un peu tout le temps ce qu'il fait là, ce qui peut m'arriver aussi assez souvent, et qui prend les aventures et les tuiles qui lui tombent dessus comme ça, comme elles viennent, comme il peut, avec beaucoup de détachement et si possible avec beaucoup d'humour. D'humour, ouais, j'allais dire, c'est ce qui le caractérise bien aussi, et ce rire. Ce rire très particulier. Garage Nine, donc c'est un groupe qui s'est formé il y a une dizaine d'années, c'est ça ? C'est ça, on s'est formé en 2012, donc oui, il y a 9 ans exactement. Il y a un EP, il y a également un album, qui sont d'ailleurs trouvables, on vous trouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. L'album, on peut l'acheter aussi, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Pour soutenir les artistes locaux. C'est quoi la suite pour Garage Nine ? On est sur la suite de notre album, donc ça prendra, je pense, la direction du format album encore, donc on serait sur un deuxième album. C'est vraiment avancé, on a les morceaux, il y a encore un peu de travail dessus, on espère les maqueter bientôt. Et après voilà, il y a des impératifs d'ordre financier qui sont là aussi pour nous rappeler à la dure réalité de ça coûte cher un album, en vrai. Déjà un EP, c'est déjà un bon investissement. Un album, surtout que là, il y a quand même sur le premier, il y en a 10. Ouais, c'est du temps et de l'argent. Oui, c'est de l'argent, il y a du studio, il y a du pressage, ça coûte de l'argent, mais après, il faut le faire et ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que aussi, pas être trop pressé non plus. Le deuxième est en route. On parlait tout à l'heure de culture pop, mais aussi culture rock et par le cinéma. La musique, c'est quoi qui vous a bercé, vous, dans les années 80-90 ? Le rock'n'roll sous toutes ses formes. J'ai commencé, je crois, le premier truc que j'ai écouté à l'époque, qu'est-ce que c'était ? Ça devait être Nirvana. J'ai dû écouter un truc de Nirvana qui passe à la radio, je tombais dedans, et puis après on remonte la pente, on remonte le fleuve, et on remonte dans les années 80. J'ai pas trouvé grand chose, les années 70 surtout, il y a énormément de choses, et voilà, principalement. Alors, tiens, petite parenthèse, l'album a été enregistré en studio. L'EP, vous l'avez enregistré dans la pièce où on se trouve. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une visite ? Bien sûr. C'est là aussi que vous répétez avec Garage Nine, le fameux garage. On est au garage, et effectivement, l'EP, notre premier effort, comme on dit, a été enregistré et mixé ici par nos soins, avec les moyens du bord. Et donc, bienvenue au garage. Dans cet environnement qu'on s'est construit il y a maintenant 5 ans. Et c'est là où se déroulent les répétitions de Garage Nine. Donc l'histoire de cette construction, c'est assez simple, hein. C'est les premières répétitions, en fait, on les faisait comme beaucoup de groupes dans des greniers, dans des garages pas forcément isolés, où on dérangeait un peu les voisins, ce genre de choses. Et moi j'avais le projet vraiment d'avoir un endroit à moi qui embête personne, où on n'est pas obligé à chaque fois de démonter, remonter le matériel, qu'on puisse tout laisser en place.
un endroit comme on rêve tous d'avoir peut-être quand on est gosse, enfin moi en tout cas je rêvais de ça. Et donc ça s'est construit il y a 5 ans, on a emménagé en 2016, donc voilà, il y a pile 5 ans. Là c'est le coin répète, là-bas dans le fond j'ai fait intervenir alors comme je suis prof, un ancien élève qui s'appelle Benjamin, j'ai fait un petit coucou au passage, et c'est lui qui a fait le fantastique graphe avec la tête de singe dans le fond. Et c'est un endroit qui est très très agréable, c'est un endroit pour lequel on essaie aussi d'avoir un peu de sécurité, donc c'est barodé, il y a l'alarme, il y a tout ce qu'il faut, c'est chauffé, puisqu'on a joué aussi dans des endroits pas chauffés avant. Et c'est ici que tout se passe, et où nos albums ont été alors pas enregistrés, mais tout au moins conçus, ici. Donc lui a été enregistré et mixé ici dans ces murs, c'est la première chose qu'on a faite en arrivant. Et l'album, puisque pour l'instant il n'y a qu'un seul vrai album, celui-là il a été conçu ici, mais il a été enregistré dans un studio professionnel à Laon chez Rémi Blot, que je salue également au passage. Et le deuxième album est en cours de création ici, et il sera probablement, on l'espère, réalisé, enregistré et mixé chez Rémi Blot à Laon. Alors moi j'ai une petite question, qu'est-ce qui nous rapproche tous ensemble? La culture et la fraternité, et le partage. De là où il s'était arrêté, il avait un bon angle de vue sur l'arrière-cour, et le pick-up s'y trouvait. Son pick-up. La portière du conducteur était grande ouverte, et le véhicule était garé de travers, ce qui ne présageait rien de bon. Prenant son courage à deux mains, Charlie coupa enfin le contact. Le silence qui interrompit le ronronnement du moteur lui vrilla l'estomac. Il savait qu'il devait y aller, et il suintait la trouille par tous les pores. En ouvrant la portière, une vague de chaleur s'engouffra dans l'habitacle déjà surchauffé et l'atteignit en plein visage. Il sortit. Charlie traversa la route et vit s'approcher la façade familière de la maison, celle-là même où il avait passé les 14 dernières années de sa vie. Des murs inertes, une ruelle vide et des souvenirs décolorés, ses années d'enfance se résumaient maintenant à peu de choses. Prudemment, il approcha en silence vers le portillon, tout en cherchant de l'œil la moindre information qu'il puisse récolter sans trop s'exposer. Il franchit le seuil de la cour et il s'arrêta net.